Bonjour à toutes et toutes. On vous souhaite la bienvenue dans cette session d'histoire de la pensée qui va traiter aujourd'hui de la pensée singulière des économistes français. Alors les historiens de la pensée ont depuis bien longtemps souligné l'existence de traditions spécifiquement françaises en économie, riches sur le plan de l'analyse, très riches et parfois très influentes. Dans l'histoire, dans le feuilleton de l'histoire de la pensée économique, on peut dire que les économistes français ont compté. Si on essaie de tracer un panorama très très général et court, pour essayer de laisser le maximum de temps aux interventions qui suivront, on pense à plusieurs traditions économiques françaises qui ont réussi à s'imposer dans les manuels et à être connues du grand public. On pense bien sûr au XVIIIe siècle, au groupe des physiocrates qui s'est constitué autour de François Quesnay, donc avec des auteurs comme Mirabeau, Dupont de Nemours, qui ont constitué la première véritable école de pensée en France et qui ont développé une science nouvelle de l'économie politique avec un objectif de résoudre les problèmes du royaume à l'époque, donc une agriculture peu performante, des impôts archaïques qui écrasent la classe productive. Donc ce courant développe des idées neuves, notamment l'idée qu'il faut chercher l'enrichissement via autre chose que l'accumulation des métaux précieux à travers le développement du système agricole, seul créateur de richesse. Donc Quesnay et ses disciples ont été novateurs dans la description des flux économiques sous la forme d'un circuit par lequel la richesse circule dans l'économie. Et donc il s'agit là d'une pensée qui se développe en France, une pensée en termes de, on dirait de manière plus moderne, de flux macroéconomiques. Et donc c'est un raisonnement qui essaimera naturellement par la suite au-delà du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, on a là aussi des traditions économiques françaises plutôt bien identifiées. On pense d'abord à la figure de Jean-Baptiste Say, autour de laquelle les économistes libéraux se sont organisés et ont créé et consolidé un grand nombre d'institutions par lesquelles la pensée libérale s'est diffusée. Donc des chaires d'enseignement, des revues, des sociétés savantes, entre autres. Et donc Jean-Baptiste Say a été promoteur du libéralisme en France et a marqué la pensée économique par ses analyses différentes sur des tas de sujets, sur la valeur, sur le rôle de l'entrepreneur, mais aussi sur le rôle de l'offre et la critique forte de l'intervention de l'État, entre autres nombreuses choses. Alors l'autre tradition incontournable en France au XIXe siècle, c'est celle des ingénieurs économistes. Donc ce groupe d'économistes, sous l'impulsion de Jules Dupuy, a contribué de manière remarquable au développement de l'analyse économique, en particulier sur les questions d'économie publique et d'économie industrielle, dirait-on aujourd'hui. Donc les ingénieurs économistes, ça c'est une spécificité, une vraie spécificité française, donc des ingénieurs formés à l'école polytechnique puis aux ponts et chaussées, qui ont été, alors pas parmi les premiers, mais qui ont en tout cas été les continuateurs d'une tradition de calcul économique qui avait pour but, si on veut dire ça de manière un peu moderne, de rationaliser la décision publique en matière de choix d'infrastructure, donc savoir s'il fallait ou pas creuser un canal, s'il fallait ou pas construire un pont, etc. etc. Donc ces économistes, dans la lignée de Jules Dupuy, ont repensé la manière de mesurer l'utilité en mesurant ce qu'on appellera plus tard le surplus. Et ça a modifié durablement la manière de faire de l'analyse coût-bénéfice, mais ça a aussi modifié la manière de réfléchir à ce type de problème. Donc les travaux de Dupuy ont été prolongés par de nombreux ingénieurs économistes après lui. Alors on peut donner quelques noms, mais sans être exhaustif. Clément Colson, Marcel Boiteux sur les questions de tarification des monopoles publics, dans un cas pour le ferroviaire, dans l'autre cas pour
l'électricité. Ce sont des auteurs qui ont promu le principe de différenciation tarifaire, hein, l'idée qu'il faut faire payer plus aux individus qui le peuvent et qui sont le moins susceptibles de diminuer leur consommation. Bon, on dit tout ça très rapidement, mais cette tradition des ingénieurs économistes, elle a continué à avoir une grande importance en France, notamment à l'époque où la plupart des activités de réseau étaient opérées par des entreprises en monopole public, hein, et peut-être a continué à perdurer jusqu'à récemment. Peut-être qu'on peut rattacher à ça des auteurs comme Jean Tirole, qui se sont eux aussi intéressés aux relations contractuelles, hein, entre l'État et les firmes, par l'intermédiaire des agences de réglementation et des incitations, mais on est quand même toujours sur la manière dont on peut faire produire aux producteurs sur ces marchés de monopole naturel leur meilleure performance, quoi, pour le dire vite. Bon, si on restait au XIXe siècle, on pourrait identifier des grandes contributions d'économistes français qui ont là aussi un peu duré. Alors, l'espèce de lignage, Walras, Halley, Debreu, on pourra se poser la question de ce que tout ça devient. On pourrait citer également les Saint-Simoniens, les socialistes français, mais je m'arrête là pour ce qui concerne le XIXe siècle, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Donc jusqu'au XXe siècle, un moment qui conviendra peut-être de caractériser un peu par la suite, on parvient sans peine à identifier des traditions économiques qui semblent spécifiquement françaises, marquées par un contexte national fort. Alors au XXe siècle, les choses le constat va se modifier un peu, semble-t-il. Alors on peut préciser d'emblée que c'est une période qui a souffert jusqu'à une période assez récente d'un certain déficit de travaux de recherche. Mais heureusement, hein, le XXe siècle, c'est un champ de recherche en pleine expansion actuellement. Et alors, on verra, hein, que bien sûr, au fil du siècle, il y a des auteurs, des courants qui se distinguent en France. Alors, en France et par des économistes français, et parfois ça ne recouvre pas exactement le même périmètre. On peut penser comme ça très rapidement à des auteurs comme Jacques Rueff, à François Pérou, à Albert Aftalion, Maurice Allais, les économistes de la régulation, et encore une fois, il y en aurait tant d'autres, hein. Mais au XXe siècle, il semblerait qu'on voit moins nettement se dégager des tendances spécifiquement nationales, c'est en tout cas un trait peut-être de général de la période longue, à mesure que l'économie en tant que discipline s'internationalise et du fait d'une tendance à l'homogénéisation de toutes sortes de choses, hein, des méthodes, des techniques, etc. Mais c'est une question sur laquelle on reviendra plus tard. Alors, à l'écart de ces traditions économiques françaises bien identifiées et relativement abondamment étudiées, la pensée française a été riche de très nombreuses singularités au cours de l'histoire, de très nombreux épisodes lors desquels elle s'est particulièrement distinguée. Donc à ce titre, nous allons vous faire découvrir dans cette session 3 moments qui peuvent, hein, selon nous, mériter un détour particulier, soit parce qu'ils voient des manières de penser nouvelles se développer en France, soit parce qu'ils correspondent à des moments de transition, à des moments de basculement. Alors bien sûr, on aurait pu choisir bien d'autres épisodes, en plus des 3 qu'on a choisis, mais bon, il a fallu faire un choix pour tenir dans la durée qui nous est impartie. Donc on va se concentrer sur 3 moments. Alors en cela, on va faire écho à la publication récente des 2 volumes d'un ouvrage que vous voyez ici, donc qui s'intitule « History of Economic Thought in France », en 2 volumes chez Routledge, auxquels plusieurs d'entre nous ici ont contribué. Donc l'objectif était de produire un état récent des savoirs sur la pensée économique en France, qui porte autant sur ces figures les plus illustres que sur des auteurs et des courants moins connus des non-spécialistes. Tout ça en le mettant à la portée de lecteurs anglo-saxons, ce qui n'existait pas vraiment jusqu'à présent. Donc dans cette session, on va proposer de mettre en lumière 3 moments un peu à l'écart de ce que j'ai présenté, des grands courants bien identifiés et plutôt bien connus, durant lesquels une pensée singulière s'est développée. Alors l'intervention qui suivra sera celle de Gilbert Faccarello, qui se situe sur ma droite, professeur à l'université Panthéon-Assas. Gilbert Faccarello montrera que le XVIIIe siècle en France a constitué un moment particulièrement riche, peut-être un tournant du point de vue de la quantification, de la formalisation et de l'élaboration d'une théorie subjective de la valeur.
Philippe Steiner, ensuite, on procédera chronologiquement, professeur de sociologie à l'Université Paris-Sorbonne, nous présentera des contributions singulières de plusieurs penseurs français à la sociologie économique, essentiellement à la 19e siècle, et plutôt fin du 19e siècle. Et enfin, Muriel Dalpont-Legrand, professeur à l'Université de Côte d'Azur, se penchera sur les développements de la macroéconomie en France au XXe siècle, dans une période de nombreux bouleversements institutionnels, méthodologiques, etc. Et donc son intervention nous permettra de réfléchir ensemble à une question importante qui est la suivante. Est-ce qu'il existe toujours une pensée économique spécifiquement française ? Et donc, je vous rappelle qu'il est possible de poser des questions par SMS au numéro qui va être projeté par la suite. Et donc, nous pourrons recueillir les questions et les poser à nos intervenants. Voilà, je passe tout de suite la parole à Gilbert Faccarello. Bien, donc mon intervention va porter sur deux aspects de l'histoire de la pensée économique en France au XVIIIe siècle. Deux aspects qui sont très importants pour l'évolution de la pensée économique au XIXe notamment, et des aspects que l'on trouve encore prédominants aujourd'hui. Donc voici les étapes de l'exposé. Et ces deux aspects, ça portera donc sur l'émergence d'une théorie subjective de la valeur, qui est quand même un marqueur de l'économie politique en France, notamment avec Turgot, un peu Condillac, Condorcet, et qui sera évidemment considérablement développée au XIXe siècle, y compris dans les pays anglo-saxons, bien sûr. Mais à cette époque-là, c'est vraiment un marqueur spécifique de l'économie politique française. Et puis l'autre aspect, alors ils sont les héritiers de la philosophie sensualiste. Toutes les connaissances viennent des sens, et donc il y a la notion de besoin, de satisfaction des besoins, etc. Donc qui explique l'émergence de cette économie politique subjective. Et puis l'autre aspect, c'est les tentatives de formalisation du discours économique. Et c'est l'idée qui était très répandue à l'époque, selon laquelle les sciences morales et politiques dans lesquelles était incluse l'économie doivent suivre l'exemple des sciences comme l'astronomie ou la physique, qui à l'époque ont fait d'énormes progrès depuis le début du siècle avec la mathématisation. Et donc on raisonne en disant il n'y a aucune raison que l'économie ou les sciences morales économiques échappent à ce courant. Alors, les deux aspects sont liés. Les deux aspects sont liés parce que, notamment dans les problèmes économiques et surtout dans les problèmes de théorie de la valeur, les auteurs font référence à la théorie des maximis et minimis. À l'époque, c'est le vocabulaire mathématique de l'époque qui désigne en fait les maximisations sous contrainte. Et voilà par exemple ce que dit Galliani dans son ouvrage publié en français en 1770, Les dialogues sur le commerce des blés. Il s'agit de trouver le plus grand bien possible avec le moindre mal possible. Alors évidemment, on ne peut pas faire les deux, mais ce sont des maximisations sous contrainte ou des minimisations sous contrainte. Il y a un point, une borne, jusqu'à laquelle le bien est plus grand que le mal. Si vous la passez, le mal l'emporte sur le bien. Donc il y a un point d'équilibre. Et la recherche de ce point d'équilibre optimal, on pourrait dire aujourd'hui, il parlait aussi à l'époque du meilleur équilibre possible, se fera dans les rapports d'échange, soit au niveau individuel ou au niveau collectif. On verra un exemple avec l'impôt. Et alors, il y a deux manières de traiter ce problème, soit de manière implicite, soit de manière explicite. On verra les deux aspects, enfin on verra des exemples sur les deux aspects. Et on pourra noter aussi qu'à l'époque, les formalisations explicites ont souvent été des échecs et il faudra voir pourquoi. Alors, pour voir ceci, il faut quand même avoir une idée de l'état des mathématiques au XVIIIe siècle. C'est très important. Et alors, je laisse de côté la théorie des probabilités, qui a un énorme développement et énormément d'applications pour notamment la démographie, les rentes viagères, l'assurance sur la vie, les assurances, etc., etc. Donc, je me borne uniquement à la formalisation du discours économique.
Et l'aspect fondamental, c'est l'émergence, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, du calcul différentiel et intégral, qui supplante totalement la vieille géométrie euclidienne. Alors c'est une révolution dans les mathématiques, bien sûr, mais il faut se rendre compte que c'est une révolution dans les esprits. Nous, on traite des fonctions, des dérivés, des intégrales de manière assez courante parce qu'on a été élevé là-dedans au collège et au lycée, mais à l'époque, beaucoup d'esprits n'arrivaient pas à comprendre ce saut qualitatif dans l'analyse économique. Et le point à noter aussi pour la suite, c'est qu'au sein de cette révolution, il y a un point qui est important, c'est le développement incomplet de la théorie des fonctions. Alors, la notion de fonction émerge à la fin au tournant du XVIIIe siècle, donc fin du XVIIe, début du XVIIIe, mais l'expression générale du fonction qu'on utilise aujourd'hui, y égale f de x ou y égale f de x, z, etc., n'apparaît que très tard en 1734, notamment chez Euler, et en fait, elle n'est pas utilisée. Même Euler ne l'utilise pas dans ses traités. Et donc, il faut attendre en fait le début du XIXe siècle pour que cette formalisation et ce raisonnement sur les fonctions générales soient utilisés couramment. Et donc, à l'époque, il fallait spécifier les fonctions. On n'écrivait pas, par exemple, y égale f de x, donc y est une fonction croissante de la variable x, par y égale f de x, mais on spécifiait y égale 12 plus x2 ou 5 plus 5x plus b, etc. Donc, la plupart du temps, ce manque de raisonnement spécifique sur les fonctions générales va induire une utilisation pour les économistes ou les mathématiciens qui essaieront d'utiliser ces fonctions dans le raisonnement économique, va engendrer un usage incorrect des mathématiques et totalement incorrect de la formalisation du raisonnement économique. Alors l'exemple typique, c'est le prix d'équilibre, qui serait un équilibre entre l'offre et la demande. Alors nous, aujourd'hui, on dit que toute chose égale par ailleurs, le prix est une fonction croissante de la demande et décroissante de l'offre, mais on ne pouvait pas exprimer de manière mathématiquement générale, sous cette forme, cette proposition. Et donc on spécifiait les fonctions de la manière la plus simple possible. Alors je vais prendre un exemple presque caricatural, mais il est très courant, enfin, pour ceux qui s'intéressaient au problème à l'époque. Alors il y a deux simplifications. La première simplification dans ce problème, c'est que la demande d'une marchandise est assimilée au nombre d'acheteurs. Donc on ne dit pas que la demande est fonction du nombre d'acheteurs, du besoin, etc. La demande, c'est symbolisé par le nombre d'acheteurs. Même chose pour l'offre. L'offre est symbolisée par le nombre de vendeurs. Et puis, on ne s'embarrasse pas de subtilité. La deuxième simplification drastique, c'est pour le prix d'équilibre, qui est fonction croissante de la demande et fonction décroissante de l'offre, eh bien on divise A par V. On divise le nombre d'acheteurs par le nombre de vendeurs. Donc il est évident que c'est totalement erroné, ça n'a aucune signification. Alors on va voir d'abord les formalisations implicites qui ne raisonnent pas explicitement sur ces mathématiques, et puis les formalisations implicites qui utilisent des symboles ou des mathématiques. Alors, les deux exemples que je vais prendre, c'est d'abord Turgot dans Valeurs et monnaies. C'est la théorie de la valeur et la détermination des prix d'équilibre sous une forme de la théorie de la valeur subjective et la détermination des prix d'équilibre au sein de cette théorie. Et donc, il prend un exemple. Deux agents, chacun a une marchandise que l'autre n'a pas, et un marchandage s'engage pour échanger ces marchandises. Alors, chaque agent accorde une valeur subjective qu'ici j'ai noté lambda à la quantité de marchandises à acquérir, et lambda étoile, c'est la valeur subjective qu'il accorde à la quantité de marchandises qu'il donne en échange. Et la condition de l'échange, évidemment, pour chaque agent, c'est lambda supérieur à lambda étoile. Il ne ferait pas cet échange s'il n'y avait pas pour lui un gain d'utilité. Et Turgot nous dit, eh bien, l'équilibre, c'est quand ce gain d'utilité est égal pour les deux marchands, pour les deux contractants.
Alors, il est évident, alors, je pense que c'est un tour de force quand même, déjà. Alors, la notation, c'est moi qui l'ai introduite. Turgot raisonne de manière littéraire. Il est évident que cette solution n'est pas une bonne solution. On est dans un cadre de monopole bilatéral, et donc n'importe quel équilibre peut se réaliser dans l'écart entre les deux contractants. Mais c'est quand même un effort de penser la détermination d'un prix d'équilibre sur la base d'une théorie de la valeur. Ensuite, Turgot essaie de généraliser à plusieurs marchandises, plusieurs agents, etc., mais ça reste programmatique. L'autre exemple, c'est Condorcet. Condorcet, alors il a fait pas mal de contributions à l'analyse économique, notamment en économie publique, mais là je vais prendre son écrit sur l'impôt progressif publié pendant la Révolution française en 1793. Il s'agit de déterminer le volume d'équilibre des impôts et de la dépense publique. Et donc, si je schématise son raisonnement, la dépense publique doit être financée par l'impôt. Et la dépense publique procure une utilité aux citoyens, évidemment par les services publics qu'elle finance. Mais elle est financée par l'impôt, donc l'impôt, c'est une désutilité pour celui qui les paye, pour les citoyens. Donc. Par conséquent, on atteint un optimum lorsque l'utilité du volume additionnel de la dépense publique est égale à la désutilité du volume additionnel d'impôts nécessaire pour la financer. Et donc là aussi, c'est fait de manière totalement littéraire, mais voici ce qu'il y a sous ce raisonnement de Condorcet. Et donc on voit que c'est déjà une avancée considérable, qui sera oubliée d'ailleurs, qui sera oubliée pendant longtemps, y compris la formalisation de Turgot. Je pense que j'espère que je ne vais pas choquer Philippe Steiner, mais Jean-Baptiste Say, au niveau de la théorie de la valeur, est quand même très en retrait par rapport à cette volonté de formalisation même implicite. Alors, les formalisations explicites, et là ça devient intéressant, il y en a qui sont réussies et il y en a qui sont complètement ratées. Alors, la formalisation réussie, c'est celle de Achille Nicolas Inard, qui a été redécouvert un peu tardivement, et qui s'occupe de la structure intersectorielle de l'économie et des prix relatifs d'équilibre dans un système de n équations pour n marchandises. Alors, il donne un exemple avec deux marchandises, M et M', et il donne leur processus de production. Il faut 10 unités de M et 10 unités de M' pour produire 40 unités de M, et il faut 5 unités de M et 10 unités de M' pour produire 60 unités de M'. D'où le surplus dans l'économie. Le surplus, c'est la différence entre la production globale de la marchandise, par exemple M, et la quantité qui est utilisée dans toute l'économie pour produire M et M'. Et ici, c'est 25, puisqu'on produit 40 M et on utilise 10 plus 5 M dans les processus de production. Donc c'est déjà une représentation de l'économie qui va trouver évidemment un très grand développement par la suite, y compris chez Marx, peut-être avec les schémas de reproduction simple et élargi du capital social, mais surtout dans l'après-guerre, avec le système d'échange interindustriel, mais surtout la théorie de Sraffa des prix de production. Et Inard va plus loin, il introduit une mesure commune, un numéraire, et il calcule les coûts de production et de surplus dans chaque branche en termes de ce numéraire. Ensuite, il montre que la répartition du surplus en valeur entre les branches dépend des prix relatifs, et il détermine les prix relatifs d'équilibre en prenant un système à 3 marchandises également. Donc là, on a vraiment une formalisation réussie de la représentation d'un système économique avec des propriétés qui ont considérablement été développées par la suite, notamment par Sraffa et les Sraffagiens dans le système de prix de production. Et vous noterez que là, Inard n'utilise pas le calcul différentiel ou intégral. Il utilise simplement des symboles et puis ensuite de l'arithmétique simple pour calculer les prix d'équilibre. En revanche, les choses vont se gâter lorsqu'on va utiliser des fonctions. Et donc, on a d'abord des formalisations, voici des formalisations explicites.
Alors le premier échec, alors ces deux formalisations dont je vais parler, celle de Nicolas-François Canard et puis de Biquillet, sont présentées, apparaissent à la toute fin du XVIIIe siècle. Et elles sont publiées au tout début du XIXe. Les deux ont été présentées la même année. Les deux ne se connaissaient pas, ni Biquillet ni Canard. Elles ont été présentées à l'Institut de France. Canard a présenté son mémoire dans la classe des sciences morales et politiques et Biquillet dans la classe de mathématiques. Donc même, il n'y avait aucune relation apparemment entre les deux classes. Et longtemps, Canard a été connu parce qu'il a été publié et diffusé, alors que Biquillet est demeuré totalement inconnu. Publié aussi au début du XIXe siècle, apparemment son livre a été imprimé, mais n'a pas été mis en vente. Et il a été redécouvert par Pierre Crépel dans les années 90 et republié dans les années 1990. Alors, Canard veut déterminer les prix d'équilibre. Il prend une marchandise, un marché, des vendeurs et des acheteurs. Et donc, il dit qu'il y a une différence entre les prix demandés par les vendeurs et le prix offert par les acheteurs. Évidemment, les acheteurs veulent acheter le moins cher possible et les vendeurs vendent le plus haut possible, le plus cher possible. Et donc, il y a un marchandage qui s'instaure entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc, pour calculer le prix d'équilibre, Canard utilise malheureusement les simplifications drastiques que l'on a vues. Il appelle N le nombre de vendeurs, et qui représente leur concurrence en plus. Parce que le degré de concurrence entre vendeurs est important. Plus il y a de concurrents, plus les prix peuvent baisser. Moins il y a de concurrents, plus les prix peuvent rester hauts. B, leur besoin d'une marchandise. Et X, la part de la latitude, c'est-à-dire l'écart entre les prix vendeurs et les prix acheteurs que les vendeurs veulent s'approprier. Donc, il symbolise par des lettres des concepts, sans plus réfléchir à ça. Nombre de vendeurs, B, leurs besoins. Alors pourquoi B, leurs besoins d'une autre marchandise, puisqu'il s'agit d'un troc, en quelque sorte, éventuellement. Et pour exprimer que X, c'est la part de l'écart que les vendeurs veulent s'approprier, est une fonction croissante de leur concurrence et de leurs besoins, il multiplie tout simplement N par B. Donc on a exactement la même démarche analytique qu'auparavant dans l'exemple que j'avais pris sur la détermination du prix. Le deuxième exemple est celui des formations explicites par Charles-François de Biquillet, donc présenté dans la classe de mathématiques de l'Institut en 1799 et publié en 1804. Alors lui, carrément, il développe la théorie des prix de Turgot. C'est extrêmement proche. Et il perçoit que Turgot, effectivement, a une zone d'indétermination, c'est ce que j'avais appelé tout à l'heure le monopole bilatéral, dans l'écart entre les souhaits des vendeurs, des contractants, l'équilibre peut se situer un peu n'importe où, et on ne voit pas pourquoi Turgot affirme que l'équilibre, c'est lorsque le gain d'utilité est égal de part et d'autre. Et donc, Biquillet, de manière correcte, introduit d'autres variables, comme l'habileté dans la négociation. Mais habileté, bon, qu'il note H. Bon, qu'il note H. Et il introduit encore d'autres variables. Et on trouve les mêmes problèmes que chez Canard, mais complètement démultipliés. La formule du prix d'équilibre en bas, c'est P sur D, qui regroupe les symboles des acheteurs et des vendeurs, respectivement en minuscules et en majuscules, et qui n'ont pas plus de signification que tout à l'heure la détermination du prix d'équilibre par la fraction que j'avais dite. Et donc là, il s'agit manifestement de volontés de formalisation qui sont qui est totalement erronée, à cause du fait qu'on spécifie les fonctions et on les spécifie de la manière la plus simple possible, au lieu de raisonner sur des fonctions générales, comme on fait actuellement. Alors voilà un exemple de Biquillet.
En plus, Biquier, qui était aussi un probabiliste, introduit des probabilités, et donc ça devient très compliqué. Là, la formule du prix d'équilibre en bas. Alors, ce qu'il y a d'important à voir aussi, c'est que Canard, notamment, a fait couler pas mal d'encre, parce qu'il a été discuté à l'Institut, il a été publié. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des critiques adressées à l'époque à la formalisation du raisonnement économique. Alors, la première critique vient de Condorcet, qui est très tôt, en 71, qui dit tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce type de formalisation est totalement fantaisiste et qu'on ne peut pas tenir ce type de raisonnement. Et c'est pour ça que Condorcet lui-même ne l'utilise pas dans son discours économique. Il utilise les probabilités, mais dans d'autres domaines. Ensuite, Quesnay. Alors, la théorie subjective de la valeur et la formalisation est totalement étrangère à Quesnay et à la physiocratie. Quesnay était absolument contre le calcul intégral et différentiel. Il ne comprenait pas cette révolution dans les mathématiques et il dit « moi, je suis euclidien » et euclidien de la vieille école. Et tout ça, la géométrie des imperceptibles, comme on les appelait à l'époque, c'est tout simplement engendre des erreurs dans le raisonnement. On raisonne sur des abstractions, par exemple les dérivés, les quantités infiniment petites ou les quantités infiniment grandes qui n'existent pas, qui ne correspondent à aucune grandeur que nos sens peuvent percevoir et mesurer. Et donc, ça ne procure aucune certitude dans la connaissance et ça ajoute en fait des erreurs à notre raisonnement. Donc Quesnay est resté au XVIIe siècle et dans le développement pré-calcul intégral et différentiel. Ensuite, il y a l'argument de la complexité de l'objet des sciences morales et politiques. C'est Madame de Staël, par exemple, qui affirme que les mathématiques ne peuvent raisonner avec ce type de calcul, ou même de l'algèbre simple, que sur des abstractions, parce que ces abstractions sont stables. Ce sont des choses inanimées et immuables. Le monde économique est sans cesse changeant, et donc les mathématiques sont inadaptées à la prise en compte de cette vie économique et de ce raisonnement économique. Enfin, avant-dernière critique, c'est la différence de méthode entre les mathématiques et l'économie. Ça, c'est Roderer. Roderer, qui avait été un des rapporteurs du mémoire de Canard à l'Institut. Et il oppose les méthodes. Il n'y a rien de commun entre les vérités politiques et morales et les vérités mathématiques. Les vérités mathématiques se démontrent par des opérations. On ne discute pas en mathématiques. On procède par opération. Les vérités morales et politiques ne peuvent sortir que de la discussion. On n'opère pas dans les sciences morales et politiques. Et enfin, dernière critique. En fait, les mathématiques n'ajoutent rien. Ça ne peut pas créer de nouvelles vérités. En fait, par le raisonnement économique, on a déjà nos résultats. Mais les mathématiques peuvent quand même être utiles parce que les géomètres, c'est comme ça qu'on appelait les mathématiciens à l'époque, impressionnent le public. Et donc, si on présente nos résultats sous forme mathématique, le public les acceptera plus facilement. Ça, c'est le raisonnement de Dupont de Nemours à l'Institut à la fin des années 1790. Merci beaucoup. Principale conclusion. Bon, je les ai déjà dites. Malgré les problèmes, alors je ne veux pas être totalement négatif, malgré les problèmes, il y a un développement considérable qu'on ne peut pas voir ici, évidemment, de la théorie subjective de la valeur. Il y a un développement considérable de cette volonté de formaliser qui prend différentes formes, mais évidemment, c'est un échec à l'époque pour certaines formes de formalisation. La formalisation, ce n'est pas simplement remplacer des mots par des symboles, comme dire on met dans la formule l'habileté par H, et puis on multiplie par le nombre de vendeurs ou des choses comme ça. Évidemment, c'est quelque chose qui nécessite un raisonnement conceptuel sur ce qu'on formalise. Et évidemment, à l'époque, il y avait donc, dans la formalisation, il y a l'importance de la disponibilité des outils pertinents. Et la théorie des fonctions, la théorie générale des fonctions se développe au tout début du XIXe siècle.
Au début du XIXe siècle, je remarque que dans le grand public, et même chez certains mathématiciens, le calcul différentiel et intégral n'est encore pas totalement compris et accepté. D'où Lazare Carnot publie en 1803 et republie en 1813, de manière augmentée, un ouvrage sur réflexion sur la métaphysique du calcul infinitésimal. Donc, pour prouver que ça a quand même une utilité. Mais il y a quand même parallèlement un développement important de la théorie des fonctions qui explique, par exemple, l'émergence de Cournot, qui était lui mathématicien, avec son remarquable ouvrage sur la recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. Et puis, enfin, dernier point, certaines des objections qui ont été évoquées à l'époque contre le raisonnement mathématique en sciences économiques peuvent être quand même, sous certaines formes, encore retrouvées aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Gilbert. On va passer sans grande transition pour économiser le maximum de temps à la présentation donc, de Philippe Steiner. On va sauter quelques décennies, même plus que quelques décennies. On va passer au XIXe siècle. Et donc Philippe Steiner va nous présenter des auteurs qui ont contribué à la sociologie économique. On vous écoute, Philippe. Bien, merci de cette opportunité pour présenter effectivement un courant de pensée propre à la France. Donc c'est cette pensée qui va s'exprimer dès le début des années 1820, qui vise, avant même le développement de l'idée de sociologie économique à proprement parler, qui vise à développer une autre fraction des sciences morales et politiques qui va trouver son nom assez rapidement grâce à un mathématicien qui va s'orienter vers la philosophie. Je veux parler d'Auguste Comte, qui va forger ce terme de sociologie. Et cette pensée spécifique sur la vie sociale va se heurter à celle que Gilbert Faccarello vient de présenter, va se heurter à un savoir dont le contour est encore incertain, c'est-à-dire quelles sont les frontières de l'économie par rapport à d'autres façons de penser le monde social. Donc il va y avoir une confrontation entre cette sociologie qu'Auguste Comte a la prétention de présenter comme la reine des sciences, c'est-à-dire celle qui chapeaute l'architecture de l'ensemble des sciences, de l'astronomie jusqu'à la pensée du social, qui est représentée donc pour lui par précisément la sociologie. Eh bien, Auguste Comte va être amené à développer une critique sociologique de l'économie. Alors, voilà le point de départ tel qu'on le trouve en France, et ce point de départ va se prolonger tout au long du XIXe siècle, avec, disons, deux niveaux généraux de critique qui vont être développés conjointement ou d'une manière séparée. Une critique de méthode, déjà, à propos, c'est tout à fait en ligne avec ce que vient de présenter Gilbert Faccarello, à propos d'approches abstraites, quantitatives, puis mathématiques. Mais la critique peut être aussi une critique portant sur les faits, et on reprochera dès Auguste Comte jusqu'à la fin du XIXe siècle l'incapacité des économistes à rendre compte d'une manière satisfaisante des crises économiques, de la pauvreté au milieu de cet accroissement de richesse que procure la société industrielle. Alors, on sait, et
grand nombre de gens qui se sont confrontés à l'histoire de la pensée économique savent également que d'autres critiques vont avoir lieu ailleurs qu'en France, notamment avec l'approche historique développée par l'école historique allemande à partir de la moitié du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Mais dans le cas français, cette critique à base historienne et philosophique, à partir donc d'une pensée du social, va être un petit peu le marqueur que je vais essayer de retracer au travers de trois périodes. La première période, c'est celle des années 1820, Saint-Simon, Auguste Comte, qui va me servir de fil directeur, mais on pourrait parler aussi de Fourier, donc des réformateurs sociaux. Au milieu du XIXe siècle, le mouvement se continue. Je mentionne deux noms et je singulariserai l'approche de Frédéric Leplay, mais on aurait pu parler aussi, bien que ça soit assez compliqué à résumer, de Pierre-Joseph Proudhon. Et à la fin du siècle, c'est Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française, qui va prendre le relais et poursuivre, prolonger cette approche de critique sociologique de l'économie. Premier auteur qui s'impose, puisque c'est lui qui forme en quelque sorte le mot, le concept avec lequel tout ceci va ensuite se prolonger. Auguste Comte, donc, dans ses 47e et 48e leçons de philosophie, son cours de philosophie positive, va faire une critique méthodologique féroce de l'économie politique. La première critique qui va être énoncée, c'est le fait que, dans sa vision de l'ordre des sciences et de leur naissance, maturation, l'économie politique est, dans la formule qui est la sienne, un savoir prématuré. Prématuré parce qu'il est né dans une période critique, la période du XVIIIe siècle. Il n'est pas né dans une période positive comme la sociologie, et donc à ce titre-là véhicule toutes les erreurs qui peuvent être associées à une période critique. Donc un peu pour symboliser cette affaire, c'est l'idée d'une concurrence non régulée qui est le symbole de cette prématuration en quelque sorte de l'économie politique. Deuxième critique qui va être faite, qui sera récurrente jusqu'à nos jours, c'est l'isolement de l'économie politique des autres sciences sociales. Vouloir isoler quelque chose alors que le social est caractérisé par l'interaction, ce qu'il appelle le consensus, c'est aberrant, et donc à ce titre-là, l'économie politique se trompe, ne peut donner que des résultats insatisfaisants. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que Gilbert Faccarello vient d'indiquer, Auguste Comte, qui est un très bon mathématicien, il a été reçu à Polytechnique, il va passer une grande partie de son temps comme répétiteur de mathématiques dans cette école. Il considère que le formalisme scientifique est parfaitement superficiel, c'est un habillage sans intérêt scientifique lorsque l'on utilise, sous une forme directe ou indirecte, les outillages mathématiques. Voilà pour la critique méthodologique, dans la partition que j'ai proposée initialement. Il y a un deuxième volet moins connu de l'œuvre d'Auguste Comte, qui est aussi une forme critique de l'économie politique, avec son système de politique positive, qui paraît dans les années 1850, système dans lequel Auguste Comte va proposer d'une manière assez audacieuse, pour dire le moins, ce qu'il appelle une économie de l'altruisme, dans la mesure où sa sociologie prétend ou met en évidence ce qu'il apparaît pour lui le grand problème humain. C'est un terme qui revient sans cesse sous sa plume, et ce grand problème humain, selon lui, c'est la nécessaire suprématie de l'altruisme sur l'égoïsme. Avec une précision qui s'impose, l'altruisme n'est pas tant un mouvement, une émotion ou une caractéristique de l'esprit, c'est une pratique d'une certaine façon. La formule développée de l'altruisme pour lui, c'est vivre pour autrui, vivre en autrui. L'aspect objectif, le vivre pour autrui, c'est que j'agis à l'avantage d'autrui. Et la dimension subjective, c'est que les bonnes actions que j'ai pu
produire pendant mon existence resteront dans l'esprit d'autrui, y compris après ma mort, et donc je vis en autrui. C'est donc cette définition étendue de l'altruisme. L'idée étant, au-delà de cette définition, que l'altruisme a des supports particuliers ou institutionnels, on pourrait dire. Premier support, c'est l'activité de la femme. Auguste Comte a une vision extrêmement conservatrice et réactionnaire de la famille. La femme reste à la maison et c'est l'homme qui va sur le marché. La femme va avoir comme caractéristique justement de transmettre à l'enfant ces notions d'altruisme qui seront ensuite redoublées par l'éducation positiviste que fournit le prêtre positiviste à l'enfant dès qu'il a quitté le giron familial. Donc, c'est le volet un petit peu factuel, en quelque sorte, de son œuvre, qui recevra peu d'écho à l'époque, mais qui sera repris par la suite au XIXe siècle, fin XIXe siècle, notamment par les économistes anglais mathématiciens, pour développer ce que pourraient être des formes d'échange altruistes. Deuxième auteur qui est lui aussi de formation mathématique, c'est un polytechnicien, non pas de l'école des ponts, mais de l'école des mines, Frédéric Leplay. Et Frédéric Leplay va lui aussi s'engager dans une vision critique de l'économie politique, mais d'une manière tout à fait différente. Ce n'est pas tant la métaphysique ou la philosophie qui va l'intéresser, c'est à titre d'ingénieur des mines, il est confronté à l'activité productrice de la société industrielle, il dirige des entreprises, donc il a un contact que Auguste Comte n'a jamais eu avec les ouvriers, le monde de l'atelier, le monde de la direction de l'entreprise. Et ce qu'il regrette dans cette fonction, c'est de constater les conflits qui existent entre les ouvriers et les maîtres, prolétariat et le capital, dira l'autre, et ce qu'il souhaite d'une certaine façon, c'est de remettre de la paix dans la base sociale de la société industrielle. Et pour revenir à cette conception plus pacifique du développement économique, il va se baser sur deux institutions. La première, c'est lui aussi, comme Comte, la base familiale. Il faut revenir, dit-il, à des valeurs traditionnelles, et ça le différencie bien sûr d'Auguste Comte, qui lui fait bouillir les marmites de l'histoire avec sa philosophie positive. Donc, dans le cas de Frédéric Leplay, il faut revenir aux valeurs traditionnelles, dont en premier lieu ce qui se passe dans la famille, ce qu'il appelle la famille souche, une forme familiale qu'il a étudiée empiriquement par des enquêtes de budget. Donc il y a une dimension de terrain, on dirait maintenant dans la sociologie contemporaine. Et cette famille souche repose sur un pouvoir paternel fort, on a, comme chez Comte, cette vision-là, et surtout dans une dimension économique qui fait déjà l'objet de débats, il faut qu'il y ait une forme d'héritage particulière. Il fait fi de l'héritage égalitaire mis en place par la Révolution française et placé au cœur du Code civil 1804, l'héritage sur une seule tête, de façon à pouvoir maintenir ce pouvoir paternel fort et la continuité, en quelque sorte, de la vie familiale et éventuellement de l'entreprise familiale qui est associée. Deuxième élément, lui aussi très traditionnel, le retour du décalogue, rien moins que ça, au sein de l'atelier, avec la valorisation très forte de sa part de la notion de patronage. C'est-à-dire que, pour le dire directement, en cas de baisse des commandes, l'entrepreneur, le patron, ne met pas ses ouvriers au chômage, il les maintient, il leur donne un support, en quelque sorte, pour passer les mauvaises périodes. À titre de revanche, bien évidemment, la paix sociale reviendra, les ouvriers ne demanderont pas trop lorsque l'entreprise redémarrera. Troisième auteur, donc fin du siècle, puisque là on s'approche des années 1890, c'est Émile Durkheim, donc le
présente pas, c'est le fondateur de la sociologie française, au moment où la sociologie prend son envol d'un point de vue institutionnel dans l'ensemble de l'Europe. Et Émile Durkheim reprend la critique méthodologique d'Auguste Comte et la précise par certains côtés. Donc, comme lui, comme Comte, il rejette l'idée d'une séparation de l'économique et du social, et en lieu et place, il suggère, il impose même en quelque sorte méthodologiquement, de prendre en compte ce qu'il appelle les institutions au sens très large, c'est-à-dire des manières de faire, de penser, de sentir, qui s'imposent aux individus. Alors les institutions, dans cette vision très large, couvrent également les institutions au sens traditionnel que nous pouvons avoir. Il ajoute à cela une approche normative, dans la mesure où ce qui lui paraît essentiel, sans jamais qu'il avance une quelconque formalisation, c'est l'idée d'une justice dans l'échange, et cette justice, lorsqu'il la précise, si jamais on voit ça comme une précision, c'est une équivalence entre la rémunération et la fonction sociale. Il ne faut pas gagner ni trop peu, et lorsqu'il y a des périodes de crise, c'est justement parce que cette équivalence a été rompue. D'une manière plus pragmatique et donc plus factuelle, Émile Durkheim va proposer une réforme qui a écho par ailleurs dans la société européenne à ce moment-là, notamment en Allemagne, qu'il a bien connue pour y avoir passé plus d'une année à étudier les sciences sociales allemandes. C'est la création de groupes professionnels qui auraient pour tâche justement de former de nouvelles institutions à même de réguler la vie économique dans la société industrielle, et notamment de réguler les relations professionnelles entre maîtres et ouvriers, le groupe professionnel devant réunir les deux groupes pour justement les faire discuter, les faire mettre en place ensemble les normes et les formes de justice qui sont adaptées à la société industrielle selon leur regard. Cette réforme a également une dimension politique, puisque ça devrait permettre la formation sur une base professionnelle du Parlement, mais là, ça nous fait sortir de la question économique à proprement parler. Alors pour une forme de conclusion de cette spécificité de la critique sociologique qui est développée au XIXe siècle par les sociologues français, et non pas tant par les économistes eux-mêmes, je voudrais mentionner deux éléments qui vont donner un prolongement très réel de cette approche née au XIXe siècle tout au long du XXe et y compris au XXIe. Le premier prolongement, c'est le fait que l'œuvre de Durkheim, qui reste assez philosophique et générale, va être portée par des sociologues économistes qui se revendiquent comme tels au XXe siècle, notamment Maurice Halbwachs et François Simian, qui ont tous les deux, en plus de leurs compétences sociologiques et philosophiques, ont passé des thèses d'économie, sont reconnus comme économistes par les économistes français des années 1920-1930, puisqu'on les fait intégrer dans le comité de rédaction de la Revue d'économie politique, la principale revue académique du moment, et ils vont développer l'un une sociologie de la consommation, l'autre une sociologie du salaire et de la monnaie, deux noms auxquels il convient de rajouter un troisième membre de l'équipe durkheimienne, Marcel Mauss, qui en 1924-1925 fait paraître son essai sur le don, qui a un écho jusque de nos jours, donc les formes d'échange non marchandes qui irriguent la vie sociale de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Finalement, deuxième prolongement que j'offre ici à titre de conclusion, l'œuvre de Pierre Bourdieu, lui aussi philosophe de formation, comme Durkheim, et qui va reprendre les formulations critiques de Comte et de Durkheim de Simian
en termes de méthode. Hein, je ne reprends pas les éléments, puisque d'une certaine façon, Bourdieu, dans une formule renouvelée, reprend des choses qui ont déjà été dites par ses prédécesseurs. Et il va développer également, tout en les reformulant, hein, dans la théorie des champs, de l'habitus, etc., qui est la conceptualisation propre à Pierre Bourdieu, une sociologie de la consommation au travers son ouvrage très, très connu sur la distinction, mais également une sociologie du don, hein, qu'il interprète en termes de logique de l'honneur, qui est assez habile d'ailleurs et qui permet de généraliser d'une certaine façon l'apport de Mauss. Et à ce titre-là, on peut, et ce sera mon dernier mot, on peut concevoir que la critique sociologique née en France dans les années 1820 jusque dans les années 1890 se prolonge et est internationalisée désormais par le biais de l'œuvre de Mauss et de Bourdieu. Merci. Merci beaucoup, Philippe Steiner. Je vais maintenant passer la parole à Muriel Dalpont qui va se pencher sur le XXe siècle et qui va nous montrer que peut-être les choses deviennent plus compliquées dès lors que l'on s'intéresse au XXe siècle et en particulier à l'évolution de la macroéconomie. Muriel, à toi la parole. Alors bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Alors vous allez voir, on va brosser des choses, on va être peut-être moins précis que les deux intervenants juste avant moi. Et on va essayer de donner une vision d'une grosse évolution, de grosses tendances en fait dans les traditions françaises en macroéconomie. Donc en fait, si on essaie de répondre à ça, et même si on se contente de raisonner sur le XXe siècle, ça revêt des réalités assez différentes en fonction des périodes et des sous-champs de la discipline. Donc il y a des a priori aussi sur cette question qui ne sont pas totalement infondés d'ailleurs, mais souvent ça ne se résume pas à ces a priori-là. C'est que la période de Vichy, ça a été une grosse parenthèse, un moment où un temps d'arrêt entre ce qui s'est passé avant et après, y compris pour la recherche en France. Ce n'est pas tout à fait vrai en fait, même pas du tout je pense. Que les économistes français étaient très en retard après la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que d'autres pays ont participé à la guerre, on le sait, elle était mondiale, mais nous on a eu l'occupation, donc forcément ça a changé des choses, c'est en lien avec la période de Vichy, mais ce n'est pas véritablement un gros retard. On va voir, il y a d'autres choses qui peuvent expliquer qu'on ne prend pas le même chemin que nos collègues, et puis finalement on ne va pas être si en retard que ça. Il y a une lecture en fait de la pensée économique française des ingénieurs en fait, hein, enfin des macroéconomistes qui a tendance à séparer les ingénieurs économistes d'un côté issus des grandes écoles, puisque c'est notre spécificité, hein, que beaucoup de pays ne comprennent pas trop la différence entre les grandes écoles et l'université, et puis les universitaires de notre côté. Évidemment que ça structure les choses énormément, mais ce n'est pas la seule grille de lecture. Il y a plein de domaines où cette dichotomie n'apparaît pas, où ils travaillent ensemble, et donc ce n'est pas la seule qu'on peut avoir. Et puis, il y a cette idée que la science économique est totalement dominée par la pensée anglo-saxonne. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, c'est un peu réducteur, parce qu'en fait, cette pensée anglo-saxonne, elle est multiple, et on pourra en discuter. C'est un peu réducteur de le présenter comme ça. Donc ici, on prend un focus délibéré sur la macroéconomie. C'est déjà très large, et ce sera encore plus compliqué d'adresser les mêmes points en microéconomie. Et on se contente en fait de regarder les économistes en France. Donc les économistes français qui ont travaillé ici. Je ne parle pas de la carte d'identité, hein, je parle du fait qu'ils soient dans telle université, etc. Et pas les économistes français, parce qu'à ce moment-là, il faudrait s'intéresser aux économistes français partis à l'étranger, dans les universités, dans les institutions. Ce n'est pas forcément les mêmes, et c'est encore un autre sujet. Donc on va regarder des périodes distinctes. La période de l'entre-deux-guerres, alors rapidement, mais juste pour voir d'où on part. Les 30 glorieuses, et puis les années 70-80, en fait on va aller jusqu'au milieu des années 90 parce que le tournant, je pense, dans la pensée macro-française, il est vraiment en gros à partir des années, au milieu des années 90. Il ne suit pas exactement les grandes révolutions intellectuelles, il y a un petit décalage. Et puis on aura un petit épilogue sans se prononcer trop sur l'avenir de la pensée macroéconomique française, mais voilà, petite perspective.
Donc, dans l'entre-deux-guerres, comme partout à cette période, il y a vraiment un énorme pluralisme de la discipline. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une approche dominante à certains moments, mais ça veut dire que dominante, on peut être majoritaire, mais à 51%, on peut être majoritaire à 98%. Voilà. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a vraiment un pluralisme très présent, diversité des approches, c'est ça que j'entends par pluralisme, des méthodologies, pas des thèmes, hein, des méthodes. Et en fait... donc c'est vraiment très intéressant et les gens dialoguent beaucoup. Vous verrez, on y reviendra après, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc entre approches très différentes, ils discutent beaucoup. C'est encore une discipline qui est trop peu enseignée. Il y a au départ, en fait, il n'y a pas d'enseignement autonome. On a commencé très tôt à l'enseigner. Enfin, Jean-Baptiste C, première chaire d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, si je me souviens bien, mais on me surveille. Mais voilà, donc c'est ancien l'enseignement d'économie, mais l'enseignement autonome d'une filière constituée, ça c'est beaucoup plus récent. Par exemple, la licence d'économie seule, en fait, c'est en 1959. Donc vous voyez que c'est bien plus tard. Ce n'est pas un enseignement autonome. Et dans la valorisation, donc dans les critères de promotion, c'est le principe du concours d'agrégation qui a ses critères spécifiques qui mettent en avant plutôt des talents d'orateur, de pédagogie, de connaissances assez larges en fait, qu'on pourrait dire aussi peut-être parfois superficielles, parce qu'on demande de connaître tout le champ, et ça ne met pas en avant les compétences plus techniques ou plus précises dont on va avoir besoin par la suite. Donc il y a un certain retard, alors qui est argumenté par Risch. Charles Risch, c'est un grand universitaire français qui a une carrière internationale, hein, pour le coup, donc qui a vraiment une grosse influence, à la fois institutionnelle, parce qu'il va faire partie de ce qu'on appelle un peu les monnaies doctors, les gens qui vont intervenir pour redresser financièrement les pays pendant la période des réparations après la Première Guerre mondiale. Il intervient à l'étranger, il a des relais aux États-Unis, il va participer à fonder à l'intérieur de la Banque de France un bureau d'analyse de conjoncture, d'études économiques. Donc voilà, il a ce côté très universitaire, très appliqué, vraiment international. Et dans les années 20, ce qui va devenir la Fondation Rockefeller, qui a un nom un petit peu différent à l'époque, lui demande un bilan pour voir quoi faire en France pour promouvoir les sciences sociales, et notamment l'économie. Et il fait un bilan, il dit on a énormément de retard, on manque d'expertise, il nous faut des données, c'est des enjeux de prévision, mais de démocratie aussi, et il faut absolument nous financer. Alors sur le terme de retard, beaucoup d'historiens de l'économétrie, en fait, des sciences appliquées en économie, disent qu'en fait il n'y avait pas de retard. Il y a le même problème partout. Il faut que tous les pays européens se mettent en marche, en fait. Il faut qu'ils aient... voilà, donc il n'y a pas d'énorme retard. Bon, par contre, ce qu'il y a qui reste vrai quand Risch présente ses travaux, c'est qu'il y a des individualités, des compétences, mais il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de masse critique. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, il y a des contributions, c'est plutôt à titre individuel, ce ne sont pas des gros labos, ce n'est pas organisé. Hein, il parle de Gaëtan Pirou qui n'a pas grand-chose pour faire des premières études statistiques, qui est assez isolé, etc. Et donc, ce qu'il voudrait, lui, c'est un centre de conjoncture. Voilà, il voudrait quelque chose en dehors de l'université, un centre de conjoncture. Ça ne va pas se faire de suite, ça va se faire en 1933, mais ça va se faire à l'époque, il est en concurrence avec Moss, en fait. Il y a un projet présenté par Moss, mais Moss paraît plus, c'est un sociologue, c'est plus sciences humaines et sociales, c'est moins appliqué, conjoncture, et c'est Risch qui l'emportera. Donc les économistes vont s'organiser. Alors il y a des réactions un peu autonomes, hein, le groupe X-Crise à Polytechnique, qui est suscité par les interrogations de 1929, qui va être très influent, qui ne va pas former les gens, qui va plutôt être une sorte de catalyseur intellectuel pour faire avancer certaines questions. Et puis, finalement, on va avoir la création de 3 instituts. L'ISRES, sous la direction de Risch, en 1933. En 1938, Alfred Sauvy va prendre la direction d'un institut français de la conjoncture, qui plus tard se retrouvera fusionné avec plein d'autres services au sein de l'INSEE, en fait. Et puis en 1944, il y a l'ISEA, qui plus tard deviendra l'ISMEA, c'est peut-être comme ça que vous en avez entendu parler, c'est dans les années 70, on rajoute mathématiques, et sous la direction de François Péron. Et donc là, on a vraiment une expertise économique. L'idée, c'est d'avoir de la prévision, des données. On n'est pas encore au compte de la nation, ça va arriver, mais c'est de travailler là-dessus. Et ce qui les meut, en fait, c'est un travail sur la productivité. On y reviendra. Bon, ça, c'est avant la guerre. Puis vient la guerre, enfin, 1944, c'est pas avant la guerre, c'est pendant. Et puis va venir la guerre, et tous ces économistes vont beaucoup travailler sur les questions de productivité avant, pendant et après. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y a le débat sur les 40 heures, la semaine des 40 heures, à un moment où l'Allemagne est en train de s'armer. Et certains disent que ce n'est pas le moment de passer aux 40 heures. Vrai argument, pas, c'est autre chose. Mais il faut qu'on augmente notre productivité. Si on risque autant d'avoir une guerre, c'est aussi parce qu'on n'est pas assez fort économiquement.
Pendant la guerre, il va y avoir les questions de planification, parce qu'on a une rareté des ressources et il faut planifier pour arriver à produire encore, et ces données sur la productivité vont être importantes. Et après la guerre, ce sera guidé par les besoins de la reconstruction du plan Marshall. Il nous faudra des données aussi. Donc, on arrive aux années 50, je vous ai dit, on va un peu vite, et c'est vraiment un gros tournant. Il y a la disparition de toute une génération. Je mets des grands noms ici, je ne sais pas ce que ça évoque exactement pour vous, mais ce sont vraiment des gens connus internationalement qui pèsent énormément dans la pensée économique française. Et la macro, alors je ne parle pas trop de la macroéconomie pour l'instant parce que c'est un terme qui va s'imposer de plus en plus, mais dans l'entre-deux-guerres, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. On n'emploie pas forcément ce terme de cette manière-là. Il y a la création de la revue économique, c'est pas minime du tout parce qu'en fait, ça cherche à réaffirmer une tradition vraiment française, réaliste, dont on va parler dans quelques instants. Il y a l'influence un peu retardée de Keynes. Au début, il est traduit qu'en 1942. Ça ne veut pas dire que plein d'économistes n'ont pas déjà lu. Les gens lisent l'anglais, l'allemand, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas une diffusion massive. Il y a des raisons pour cela aussi. C'est la personnalité de Keynes qui s'est opposé aux réparations en 1919. On se demande s'il n'est pas pro-allemand. Bon, enfin, je vais un petit peu vite, mais il y a un petit peu de ça. Mais quand même, il est très très lu. Beaucoup de gens sont aussi d'accord avec lui sur les réparations. C'est pas si caricatural que ça. Et quand les gens vont s'en emparer, véritablement, la pensée keynésienne va être vite introduite en France. Et au contraire, on va avoir une hétérogénéité des keynésianismes, quelque chose de très riche, beaucoup de discussions. Dans les années 50, c'est aussi ce qu'on appelait le tournant appliqué de la discipline, que certains de nos collègues ont beaucoup étudié. Et ça va s'accompagner, ce tournant appliqué, d'un gros tournant théorique, dans la façon de concevoir la relation entre les faits et la théorie. Mais ça va s'accompagner aussi d'une réorganisation institutionnelle. C'est bon, il nous faut des comptes maintenant. Alors, je ne mets pas tout ici, mais vous voyez ici, pour avoir l'INSEE en 1946, on fusionne énormément de choses. Et au passage, on voit bien qu'il y avait plein de tentatives avant, d'initiatives pour avoir des statistiques. Pas aussi cohérentes et avec pas la même intensité qu'on va avoir quand on crée l'INSEE, mais il y a bien des choses avant. Puis à côté de ça, on a la Banque de France, on a l'ISEA qui continue d'exister, l'ISRES qui continue d'exister, qui ne sont pas représentés ici. Donc ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour montrer l'effort de restructuration qui est fait. Alors, c'est pas faux qu'au début de ces années 50, et ça commençait avant, donc je ne cherche pas à tracer la généalogie parce que ce serait trop long, on peut identifier 4 gros groupes en fait d'économistes en France. 2 qui se situent au sein en fait des universités et 2 qui se situent plutôt au sein des écoles. Donc cette distinction, elle n'est pas tout à fait inutile, parce qu'elle structure quand même beaucoup de choses. L'appartenance institutionnelle structure des choses, mais on verra tout à l'heure que ce n'est pas forcément la seule grille de lecture. Donc on a quelque chose d'assez typique français que Marshall avait appelé les réalistes sociologiques, qui sont des gens qui sont le courant dominant d'après-guerre. Ça existe déjà dans l'entre-deux-guerres. On peut y mettre des gens assez différents, mais on peut les identifier autour de 2 pôles. Après, ils sont dans plein d'universités différentes. Un pôle autour de François Pérou, autour de l'ISEA, et puis un pôle autour de la revue économique avec des gens comme Nogaro, Aftalion, mais aussi l'homme, André-Jean Marchal, Jean Weller, etc. Ils sont des gens en fait qui mettent en avant une conception réaliste de l'économie, pas totalement dissociée de la sociologie, avec des liens avec la sociologie, et donc une conceptualisation assez proche du réalisme. Et puis on a des libéraux. Alors les libéraux, alors ils sont un petit peu moins puissants, je veux dire, après la Seconde Guerre mondiale, un peu plus dans l'entre-deux-guerres. On trouve évidemment Rueff, qui est sans doute le plus connu, qui a des contributions théoriques assez importantes, mais on va trouver après des gens comme Courtin. On peut même mettre Guiton dans une certaine mesure, non pas qu'il soit totalement libéral, c'est un catholisme social, c'est plus modéré, mais il y a des idées un peu libérales, beaucoup plus modérées évidemment que les autres, mais c'est quand même une sorte de libéralisme. Enfin, elle est classée comme ça par beaucoup d'historiens de la pensée. Voilà, quelque chose de modéré. Et ce débat, en fait, il oppose les économistes au sein des universités. Si maintenant on va voir nos grandes écoles, là on trouve 2 groupes, les néo-marginalistes et puis les keynésiens. Dans les néo-marginalistes, on trouve les élèves de Colson, par exemple, des Dividia, etc. Et puis on va trouver ceux qui émergent avec la théorie des jeux, et puis on va trouver aussi les élèves d'Allais, après Boiteux, Debreu, Malinvaud, etc.
On a aussi les keynésiens. On trouve Barrère, Pérou, Le Caillon, Massé, Marjolin, Gruson. Gruson, typiquement, c'est un produit des écoles, mais il va être c'est lui qui va être aux manettes quand on va former l'INSEE. Donc, on voit, c'est pas du tout une liste exhaustive. On voit bien qu'en fait, dans le premier cas, on a quand même une vision un peu d'universitaire, pas tous, mais qui ont des débats parfois un peu trop philosophiques, un peu trop déconnectés de nouveaux enjeux. Ça sera même reproché un petit peu à Pérou. Ses équipes sont plus appliquées, mais lui-même, parfois, met pas tout à fait les mains dans les données, etc. Il a un positionnement un peu plus théorique, on va dire. Et puis, de l'autre côté, des débats totalement en prise avec les développements internationaux, c'est vrai. Assez vite, ils vont intégrer les mathématiques, donc ça les aide à discuter de ce tournant international quand même largement fondé sur un usage renforcé des mathématiques. Il existe avant, mais il est renforcé, mais qui reste encore basé sur des personnalités, c'est pas vraiment des groupes de masse, hein, et ils ont du mal à impacter le paysage global en France. Donc ça, c'est au début des années 50, évidemment, ça va changer. L'ascension de la macroéconomie, alors quand même, à partir de là, on va repérer des institutions. On peut le repérer de différentes manières, hein. Donc l'ISEA de François Pérou, on l'a dit, l'ISRES qui va devenir l'OFCE, c'est peut-être comme ça que vous le connaissez aujourd'hui. Voilà, l'Observatoire français de la conjoncture économique, à l'époque dirigé par Jean-Marcel Jeanneney. Le CNRS, créé dès 1939, mais qui va jouer un rôle important, notamment pour le développement de l'économétrie. Et là, justement, on voit qu'il va y avoir des gens très différents qui vont être rejoints au sein du CNRS, qui vont développer la Société d'économétrie internationale. Et là, on ne peut pas dire du tout, c'est un exemple, on ne peut pas dire du tout que ce sont les ingénieurs économistes contre les universitaires, parce que là, tout le monde va participer à cet élan, les universitaires comme les ingénieurs économistes. Évidemment, on a la Banque de France, qui avait déjà un institut de conjoncture depuis 1924 à peu près, mais qui renforce encore son analyse, qui renforce son expertise. Et puis, on a une chose intéressante dont l'étude s'est beaucoup développée par les historiens au sein des historiens de la pensée économique, c'est les séminaires. Et les séminaires, en fait, ils vont regrouper beaucoup de gens. Et pareil, évidemment, ils émergent dans des institutions, mais après, on retrouve des communautés un petit peu différentes, pas que des universitaires et des ingénieurs économistes, des gens qui se mélangent. Et donc, ça vient rompre un peu cette dichotomie qui n'est pas si instaurée que ça entre ingénieurs et universitaires. Donc, on a le séminaire Aftalion. Alors, je ne peux pas mettre tous les noms, donc j'ai mis quelques noms qui peuvent peut-être évoquer des choses pour vous. Bon, Barrère, qui est par exemple un keynésien, mais voilà, de Leplace, Cartelier, des néo-ricardiens, le séminaire Jean-Baptiste C, le séminaire Gotz-Giré, et puis la Banque de France, en fait, crée un séminaire au service de l'économétrie avec des gens comme Marek ou Lévy-Garbois. INSEE organise aussi des séminaires et c'est notamment autour de la thèse de Michel Aglietta que vont s'organiser certains séminaires dans les années 70 qui vont donner lieu à l'école de la régulation qu'on connaît avec non pas seulement Aglietta mais Boyer, d'autres personnes, d'une certaine manière, bien qu'il soit aussi historien de la pensée, Pierre Doquès, un Lyonnais bien connu, voilà, des approches en fait qui mêlent beaucoup histoire de la dynamique et puis économie. On a une mutation, on a vraiment un développement des statistiques. Alors, un retard en termes d'organisation, c'est clair, pas forcément de compétences, mais quand même. On recherche une masse critique, on s'organise, on crée, on essaie de regrouper des compétences. Donc, l'initiative du CNRS dont j'ai déjà parlé, j'y reviens pas, auprès de la Société d'économétrie à l'international. Divisia a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré dans ce domaine. Des travaux guidés par la nécessité, on a dit, de mesurer la productivité. Il y a quand même une urgence qui guide ce développement des statistiques. Ça a commencé bien avant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a vraiment une continuité. La période du Vichy a une influence certaine, parce que ça y est, on parle de planification, on est obligé, on a des ressources rares, on est obligé de planifier. Et du coup, quand les débats sur la planification reviennent au moment du plan Marshall, il n'y a plus de discussion. Dans l'entre-deux-guerres, juste avant, il y a des discussions. On compare ça au système socialiste en URSS. Est-ce qu'on a vraiment raison? Il y a une composante très idéologique dans la discussion sur la planification qui change totalement après la Seconde Guerre mondiale. C'est un principe de réalisme. Il va falloir planifier. Et puis, il y a cette influence anglo-saxonne qui arrive. Elle arrive des États-Unis, elle arrive du Royaume-Uni. Ça se voit, par exemple, au niveau des travaux qui sont faits pour avoir une comptabilité nationale.
nos économistes, les divers économistes qui travaillent à élaborer les premiers comptes de la nation, vont au Royaume-Uni, discutent avec Stone, ils vont aux États-Unis, ils rencontrent Leontief, d'autres personnes. Bon, c'est vraiment important, mais au final, on va faire une comptabilité nationale à la française. Gruson est clair, il dit tout ça c'est très bien, mais nous ce qu'on veut, ce ne sont pas seulement des équations de définition, des agrégats. Ce qu'on veut en fait, c'est pouvoir tester des choses. On veut donc des équations de comportement intégrées bien à l'intérieur de la comptabilité nationale, et on veut que ça serve de modèle économique dans lequel on va pouvoir tester des choses. Pas forcément comme ça que ça a été construit de partout. Donc on prend des idées, on complète parce que la période de Vichy quand même n'a pas permis de travailler à plein régime sur la question, même s'il y a des travaux tout le temps, mais les équipes sont plus réduites, mais on va avoir quand même une comptabilité à la française. Et puis on va voir qu'il va falloir un peu relativiser cette influence anglo-saxonne. Ce n'est pas une influence anglo-saxonne au sens strict. Il ne faut pas oublier qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y a des grands centres de recherche en économie en France, en Allemagne, ou dans la zone de langue allemande de manière générale. Et beaucoup de ces économistes vont devoir fuir le régime nazi. Ils vont se retrouver en fait aux États-Unis. Et ils vont fertiliser Harvard, Chicago, toutes ces grandes universités. Typiquement, Leontief, il a fait sa thèse à Berlin. Voilà, il est né à Saint-Pétersbourg, je crois. Mais il a fait sa thèse à Berlin. Il va partir parce que c'est pas, sa mère est juive, etc. Donc, il va en fait migrer aux États-Unis et il va faire toute sa carrière aux États-Unis. Est-ce que c'est un Européen? Est-ce que c'est un Nord-Américain qui vient fertiliser la pensée européenne, la pensée française? Bon, à discuter quand même. D'accord, donc, et je prends un exemple, celui de Leontief, mais on pourrait en avoir bien d'autres. Ça a été vraiment assez massif. Donc, c'est quelque part un retour de certaines pensées européennes, certes validées aux États-Unis dans un contexte américain, mais qui reviennent influencer ce qui se passe en Europe et sur le continent. Il y a l'introduction des mathématiques. Ça va être introduit dans plein de... Enfin, ça a d'abord une place majeure dans la recherche, c'est pour ça que ça rentre dans le curriculum des économistes, et toutes les universités vont rentrer un enseignement de mathématiques associé à l'économie. Alors plus ou moins vite, pas toujours les mêmes mathématiques, parfois très tôt, ça a été le cas à l'Université de Nice, puis après un petit peu moins, puis de nouveau beaucoup. Et puis on a des exemples, alors j'ai pris Strasbourg parce que tout le monde va nous parler tout le temps des universités parisiennes, mais il y a eu des articles justement sur l'histoire du Bêta, le centre de recherche à Strasbourg, et comment en fait on a introduit les mathématiques très tôt dans le curriculum des étudiants et comment ça influençait la recherche. On le fait parce qu'on en a besoin en recherche, mais on forme les économistes à ces outils, et évidemment on nourrit forcément la recherche avec ces outils économiques. Mathématiques, pardon. Et puis, il va y avoir l'importance de la relation à l'histoire. Alors ça, c'est pas que le cas de la France, mais c'est quand même très, très vrai en France. La revue économique, quand elle se crée aussi sous l'influence de Brodel. Et il y a vraiment l'école des annales qui est très présente là, qui fait de l'histoire économique. Et c'est cette idée des réalistes sociologiques qui est qu'il faut qu'on soit en prise avec l'histoire, avec les faits. Il y a une relation très, très forte. Et il y a aussi un intérêt pour l'histoire des faits et pour l'histoire de la pensée économique. Ça se vérifie encore aujourd'hui. On est un des pays les plus actifs au niveau européen, au niveau international dans ces domaines-là, qui sont séparés, bien séparés aujourd'hui, qui l'ont peut-être moins été à quelques époques. C'est quand même des champs régulés avec des associations scientifiques, etc., séparées, l'histoire des faits, et puis, mais qui se retrouvent régulièrement dans des conférences communes aussi. Et c'était très important, y compris, comme on l'a un peu évoqué, dans le concours de l'agrégation. Il y avait la fameuse leçon de 24 heures dans laquelle, en général, on demandait aux candidats de s'exprimer sur des sujets voilà, ou théoriques avec une dimension historique assez importante, ou sur l'histoire des faits. Voilà. On demandait une connaissance assez importante. Et puis, il y a vraiment l'internationalisation de la recherche. Alors, le vrai terme, je pense, au début, si on est dans les années 50, c'est l'internationalisation, mais à la fin du processus, ça va être vraiment plutôt ce qu'on pourrait appeler une transnationalisation, c'est-à-dire qu'on va voir de partout un effacement des traditions nationales pour avoir des standards de la discipline qui s'imposent à tout le monde. La France, pour le coup, elle va résister un peu plus longtemps que les autres. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne. Alors, il y a des raisons historiques pour ça. Ça a été travaillé notamment par les sociologues des sciences. En fait, l'Allemagne va être, la recherche en sciences sociales en Allemagne va être reconstruite totalement après la guerre avec une forte influence nord-américaine. Et donc, en fait, forcément, il y a une transnationalisation immédiate. Ce n'est pas le cas en France. On a notre autonomie sur le sujet.
Et on va avoir au début une internationalisation, plus tard ce phénomène de transnationalisation. Et donc, on va avoir des traditions françaises qui vont perdurer beaucoup plus longtemps que dans les autres pays européens. Alors, j'en ai cité quelques-uns ici, les néo-ricardiens, la théorie du déséquilibre, la régulation. On peut avoir ici une liste, elle n'est pas exhaustive. J'ai essayé de donner une idée de la variété. Je ne suis pas sûre d'avoir oublié tel ou tel champ. Je pense que les champs qui ont compté le plus longtemps, en fait, sont à peu près tous là. Bon, je n'ai pas spécifié les libéraux. Là-dedans, on a des gens qui sont plutôt monétaristes. On n'en a pas énormément en France. On a des gens qu'on dit autrichiens, la pensée autrichienne assez libérale. Voilà, on peut avoir des choses assez générales. On a des théoriciens de l'équilibre général dans la foulée de Maurice Allais. Bon, on a évidemment, quand on y pense, parce que ça a duré très longtemps, des traditions keynésiennes, post-keynésiennes, l'école de la régulation, et puis en fait la théorie macro du déséquilibre. Les théories macro du déséquilibre, avec la théorie de la régulation, c'est peut-être celles en fait qui vont être le plus diffusées à l'étranger pendant plus longtemps. Mais au final, elles ne vont pas perdurer quand on regarde le paysage de la macroéconomie aujourd'hui. Donc, on continue l'ascension de la macroéconomie. On est plutôt là dans les années 70. On se rend compte que les séminaires vont être très, très importants. Ils vont donner lieu après à des laboratoires du CNRS. Il va y avoir une mutation institutionnelle. Donc, j'ai pris un exemple ici parce qu'il est célèbre, qu'il est important, que c'est la macroéconomie du déséquilibre et que ça va durer un petit moment. Il y a des gens comme Hénin, Paulin, Béraud, Favreau, Dautume à l'intérieur. Et ils vont devenir, il y a des transformations multiples, le MAD, macroéconomie et analyse du déséquilibre, qui va former en fait les macroéconomistes qui sont maintenant les macroéconomistes qui sont en poste et à la direction scientifique de plusieurs instituts. Et cette théorie macroéconomique du déséquilibre, elle va jouer un rôle très important en France. Alors, je focalise un petit peu sur eux comme un exemple. On pourrait faire ça avec les post-keynésiens. Mais en fait, elle a vraiment une grande résonance aux États-Unis. Il y a des travaux qui ont lieu en même temps, pas exactement sur les mêmes bases, qui impliquent des gens comme Stiglitz, Grossman, qui sont vraiment des personnes très, très visibles en termes... Donc, propose une analyse du déséquilibre. Elle a un fondement donc théorique original, vraiment solide, mathématisé. Elle va avoir sa propre théorie du déséquilibre. Il y a une dimension aussi un petit peu européenne là-dessus, plutôt francophone mais européenne, parce que cette macroéconomie du déséquilibre et l'économétrie du déséquilibre, elle est forgée par Drèze à Louvain. Et puis ils vont quand même se heurter à deux problèmes. Faire une histoire très raccourcie. Ils vont avoir beaucoup de mal à faire de cette analyse du déséquilibre une analyse du long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que devient les théories de la croissance? Est-ce qu'on arrive à prolonger ça et avoir une théorie globale macroéconomique? Ou est-ce que ça reste vraiment du court terme? Ils veulent prolonger, eux, mais c'est des modèles très complexes et difficilement extractables, manipulables. Et donc, on va dire, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas des choses en faisant ça, mais ça ne va pas être un succès international. Et puis, la montée de la nouvelle économie keynésienne. Et là, ça va être, à mon sens, c'est mon opinion, un coup d'arrêt énorme, notamment les travaux de Stiglitz, parce que ce sont ceux qui sont les plus proches. La nouvelle économie keynésienne est assez hétérogène, il y a différentes approches à l'intérieur. Stiglitz, c'est peut-être ce qu'il y avait de plus proche de l'analyse du déséquilibre en France, sauf que c'est tellement plus tractable, c'est tellement plus simple mathématiquement. Et donc là, finalement, peut-être d'autres raisons institutionnelles aussi, mais c'est la nouvelle économie keynésienne qui va s'imposer et la tradition du déséquilibre va s'effacer. Donc la spécificité, elle a bien existé, elle est fondée sur des traditions, elle est très articulée avec l'expertise économique, les deux se nourrissent. En macroéconomie, pour qu'une théorie perdure, il faut quand même qu'elle passe par les fourches codines de l'expertise. Elle est largement renforcée dans la seconde moitié par des collaborations européennes. Sur plein de sujets, on n'est quand même pas tout seul. Il y a vraiment plutôt une identité européenne que strictement française. Ce n'est pas tout à fait le cas pour la théorie du déséquilibre, mais quand même. Elle dissémine ses travaux à l'étranger, elle va même influencer des recherches à l'étranger, mais à la fin, ce n'est pas le standard qui s'est imposé. Donc cet épisode, à mon sens, il a pris fin au milieu des années 90. Au milieu des années 90, il y a un modèle macroéconomique qui s'est diffusé à peu près à tout le monde. C'est la nouvelle école classique avec plein de raffinements. Pour ceux qui connaissent un peu la théorie des cycles monétaires, Lucas, puis la théorie des cycles réels, puis aujourd'hui ce qu'on appelle les DSJ, les dynamiques stochastiques, General Equilibrium Model, qui s'imposent dans leur format actuel à partir des années 2003-2005. Et les Français, quand ces modèles apparaissent, ils rentrent une petite touche plus européenne, on va dire, on n'est pas les seuls, mais quand même, c'est d'introduire des rigidités. Et notamment, ça se passe au MAD, ça se passe sous la direction d'Hénin.
Et finalement, on bifurque d'une analyse du déséquilibre vers une analyse des frictions. En gros, on prend un modèle où il y a des forces d'ajustement très fortes qui tendent vers l'équilibre, et on rentre des rigidités à l'ajustement. C'est peut-être des petites frictions, quelque chose qui ne s'ajuste pas assez vite, d'accord? Ça peut être un peu plus fort que ça, mais en tout cas, on n'est plus dans la dynamique du déséquilibre. Et ça, c'est totalement différent. C'est différent en termes de formalisation, c'est différent en termes de conclusion de politique économique. Quand on pense la vitesse des ajustements, c'est revenir à quelque chose où ce qu'on pense qui prédomine, c'est un ajustement fait des équilibres. Voilà. Je n'ai plus de slide, mais voilà. C'est un ajustement coordonné par les prix et pas par les quantités. Or, dans les théories du déséquilibre, on peut avoir les deux. Et c'est là qu'il y avait aussi une réminiscence de la pensée keynésienne. Merci beaucoup Muriel pour cet effort impressionnant de synthèse. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Alors peut-être on peut faire passer prioritairement quelques questions de la salle s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui. Oui, j'avais une question. C'était, est-ce que la pensée économique française, selon vous, elle diffère d'autres pensées, notamment sur la question de la justice sociale? Alors, est-ce que l'un de vous souhaite répondre? Est-ce que votre question concerne une période précise? Sur le thème de la justice sociale, savoir si la pensée économique française est aussi, par exemple, une particularité. Alors, est-ce que quelqu'un veut... Au XIXe siècle, alors, compte tenu de ce que j'ai expliqué au XIXe siècle, oui, il y a une dimension assez forte de prise en compte du social qui, comment dire, peut aussi avoir deux bases. Comme j'expliquais, la première base, donc une question méthodologique, dans la mesure où on a des philosophes importants, comme Auguste Comte, comme Proudhon, par exemple, qui vont développer toute une argumentation sur ce que doit être la science sociale, etc., en opposition avec celle qui se développe par les libéraux de l'école de Jean-Baptiste Say. Donc là, il y a une vraie spécificité, même si on compare cela avec ce qui va être fait en Allemagne, où ce sont plutôt des historiens ou des juristes qui jouent ce rôle. Donc il y a là une base. Deuxième base, qui est aussi une marque de ce qui se passe en France, pour comprendre l'importance qui est accordée à ce social, c'est l'histoire politique française. On a la Révolution française qui ne s'achève véritablement qu'en 1815, on a la Révolution de 1830, on a la Révolution de 1848, et puis on a 1871. Donc on a eu une histoire politique aussi assez compliquée, qui, pour résumer dans les termes de Hannah Arendt, les révolutions françaises sont des révolutions sociales et non pas politiques. Et donc il y a eu là un ferment quand même assez particulier de montée donc des classes ouvrières, classes dangereuses, comment on gère cette nouvelle situation qui donne justement une coloration, me semble-t-il, assez spécifique à cette pensée sociale. Dernier point pour marquer cette spécificité et qui fait le contrepoint de ce que j'ai présenté rapidement tout à l'heure, c'est le fait que les grands sociologues européens, puisque c'est essentiellement en Europe que la sociologie se forme, y compris à la fin 19e, début 20e. Je veux parler de Vilfredo Pareto en Italie ou de Max Weber en Allemagne, sont des sociologues qui vont faire de la sociologie de l'économie, ils ne peuvent pas faire autrement, mais, à la différence des sociologues français comme Comte ou comme Durkheim, ne feront jamais une critique méthodologique de l'économie. Et donc là, on voit quand même, me semble-t-il, cette spécificité, au moins au XIXe siècle et au début du XXe, sur la dimension sociale, pour les raisons très rapidement que j'ai esquissées. Merci beaucoup Muriel, tu vas ajouter un mot? Au niveau macroéconomique, ce thème, il n'apparaît pas comme tel, mais il y a une préoccupation pour les inégalités. Tous les travaux, Piketty et autres, mais ce n'est pas la justice sociale. Je crois que le temps est écoulé, donc je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne continuation de GECO. Et merci à nos trois intervenants pour leur présentation très intéressante.